Bonsoir Manon Loiseau. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Europe Nuit. On va parler bien sûr dans quelques instants du documentaire sur la Tchétchénie que vous avez réalisé pour Arte. Mais d'abord, la Russie de Poutine que vous connaissez si bien, après ce qui s'est passé ce week-end à Moscou, l'assassinat de Boris Nemtsov. Il y a eu hier dans les rues de la capitale russe des dizaines de milliers de personnes pour rendre hommage d'abord à cet opposant plutôt que pour manifester contre le régime, certes. Mais tout de même, on se demande depuis assez longtemps s'il y a une société civile dans ce pays, la Russie. Est-ce que vous pensez que le rassemblement d'hier, sous les fenêtres du Kremlin, ça pourrait être le début de quelque chose de nouveau ? Peut-être, mais malheureusement j'en doute. Je crois qu'actuellement il y a un tel lavage de cerveau généralisé sur toutes les chaînes de télévision russes sur la guerre en Ukraine, où depuis presque un an maintenant on explique au peuple que c'est nous, que c'est l'Occident, l'Europe, les États-Unis qui veulent la guerre, que ce ne sont que les événements à Maïdan, il n'y avait que des nazis sur la place. On montre des films de propagande où on montre les événements qui sont passés au Kosovo et les bombardements sur Belgrade, où on va retrouver des anciens rescapés des bombardements de l'OTAN sur Belgrade. On montre des témoignages de femmes ukrainiennes qui fuient Donetsk en disant qu'elles ont été violées, que les bébés sont éventrés. Donc les Russes, dans leur majorité, voient ça. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers hier. Il faut espérer que ça peut continuer. Mais très franchement, vu le contexte actuel, j'en doute. Vous pensez que c'est plus l'opposition de Nemtsov à cette guerre en Ukraine qui a fait de lui l'homme à abattre, plus que les critiques qu'il porte sur le régime Poutine depuis des années ? Sans doute, parce que ça fait plus de 20 ans déjà que Boris Nemtsov est ce libéral-démocrate qui est dans l'opposition et qui effectivement ne s'est jamais tué sur Poutine, contrairement à d'autres qui petit à petit ont arrêté. Lui, il a vraiment, et encore, il parlait, même continué de parler de Kadyrov, et il parlait très franchement de la situation en Ukraine. Il craignait pour sa vie. Il avait dit il y a quelques semaines qu'il craignait pour sa vie. Et c'est quand même pas un hasard que 2 jours avant son appel à aller manifester contre la guerre en Ukraine, il ait été tué. Aujourd'hui, c'est un régime qui ne tolère plus vraiment de voix d'opposition. Alors après, on ne sait pas, c'est trop tôt pour se prononcer. C'est sans doute pas le Kremlin qui a commandité son assassinat. De toute façon, en Russie, on ne connaît jamais ceux qui commanditent les assassinats. On connaît toujours pas celui qui a commandité l'assassinat de Anna Politkovskaya en 2006, ni tous les autres assassinats politiques qu'il y a eu. Mais c'est peut-être le signe que le parti des va-t-en-guerre est en train de gagner, de pouvoir se permettre ce genre de choses. Et en tout cas, voilà, indirectement, la situation en Ukraine, on est quand même près de quelque chose qui pourrait basculer vers une guerre totale. Donc c'est, comme le disait Staline, niet человек, niet проблем, pas d'homme, pas de problème. Et quand Vladimir Poutine annonce qu'il prend lui-même en main personnellement cette enquête, ça vous inspire quoi ? Ça fait sourire. Enfin, en même temps, c'est assez triste. C'est-à-dire que moi, je n'y crois pas 2 secondes. Voilà, et effectivement, non, de toute façon, on trouvera... C'est pas une garantie. C'est certainement pas une garantie. Après, effectivement, Poutine n'avait pas... Boris Nemtsov n'était pas une menace. Il disait lui-même, d'ailleurs, récemment, en fait, on n'est même plus dans l'opposition, on est devenus des dissidents, tellement l'opposition est réduite à rien aujourd'hui en Russie. Donc il allait certainement pas pouvoir organiser un quelconque coup d'État ou gagner les prochaines élections présidentielles. Voilà, mais je doute fort de Vladimir Poutine en directeur de l'enquête sur l'assassinat de Boris Nemtsov. Ils trouveront sans doute des gens qui auront commis, mais on ne saura jamais qui a commandité. Alors, on en vient à votre documentaire, celui que vous venez de réaliser sur la Tchétchénie d'aujourd'hui. Tchétchénie, une guerre sans trace. C'est la 4e fois que vous consacrez un film à cette petite république du Caucase meurtrie par 2 guerres. On y découvre une Tchétchénie de carte postale avec des tours rutilantes. Rien à voir avec la Tchétchénie d'il y a 10 ans, qui sortait de la guerre. Rien à voir, c'est vertigineux d'ailleurs quand on arrive, c'est cette tour, voilà, ça ressemble à Dubaï, mais c'est un mélange de Dubaï et de Las Vegas. Et au-delà du choc visuel, et maintenant l'avenue principale c'est l'avenue Poutine, celle qui la prolonge c'est l'avenue Kadyrov, les autres rues c'est la rue du général Trochev ou de la division des parachutistes de Pskov, ceux-là même qui ont bombardé ou poursuivi des civils tchétchènes. Donc on est en pleine schizophrénie et on est surtout dans l'effacement total d'une mémoire de la guerre. Voilà. 150 000 morts,
près d'un cinquième de la population, chaque famille tchétchène a perdu des membres de sa famille, mais ils n'ont plus le droit de se souvenir. L'histoire aujourd'hui, elle commence avec Vladimir Poutine et avec Kadyrov. Enfin, et pour nous qui avons connu et couvert la Tchétchénie, c'est une impression, oui, c'est ça, de schizophrénie collective où on marche sur l'avenue de ses bourreaux et on se tait parce qu'on a trop peur. Alors, c'est cet homme fort d'aujourd'hui, Ramzan Kadyrov, qui veut vraiment faire du passé table rase Oui. et qui organise un culte autour de lui qui, effectivement, fait de lui le point de départ de toute l'histoire de la Tchétchénie. Oui, un culte de la personnalité qui est assez digne de l'époque stalinienne. Moi, Ouais. moi, ça m'a rappelé des images de l'époque stalinienne. Il y a des fontaines partout, avec des familles qui sourient. Ils sortent à plusieurs centaines de milliers quand c'est l'anniversaire de Poutine ou de Kadyrov. Et on comprend qu'en fait, si nous, on a suivi plusieurs manifestations. En fait, ils arrivent par bus entier. Et s'ils ne vont pas manifester, eh bien, ils perdent leur travail. On dit au directeur de la faculté de donner l'ordre à ses professeurs. Les professeurs donnent l'ordre aux élèves. Dans les usines, c'est pareil. Donc, ils sont forcés d'aller sourire pour célébrer l'anniversaire de Vladimir Poutine et d'aller manifester. Et moi, j'ai retrouvé des gens, je partais sur la trace des gens que j'avais filmés pendant la guerre et après pendant l'occupation russe. J'ai retrouvé des gens qui avaient plus peur que pendant la guerre. Parce que ce qu'il me disait, c'est on a la nostalgie de l'occupation russe, parce que ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on se fait tuer par les nôtres. Par les nôtres. Ouais. Vous racontez notamment, ça c'est très saisissant et très symbolique, que le jour de commémoration de la déportation des Tchétchènes par Staline a été supprimé, rayé du calendrier par le régime actuel. Oui, cette année. C'est Ramzan Kadyrov qui a fait sans doute de l'excès de zèle, parce il dit à chaque fois qu'il veut être le meilleur élève de Vladimir Poutine. Et comme ça, l'anniversaire de la déportation du peuple tchétchène, qui est quand même une date qui est un terreau fondateur identitaire pour tout le peuple et tous les clans, coïncidait avec les Jeux Olympiques de Sotchi. Il a décidé de supprimer cette date du calendrier. Et donc, nous avons... il y a eu une poignée de résistants, une quinzaine de professeurs, d'intellectuels qui ont décidé de quand même faire une conférence sur la mémoire du goulag et de la déportation. Et ils ont tous été convoqués chez Kadyrov et passés à tabac. Et celui qui organise la conférence a pris la fuite, a été ensuite arrêté. Nous avons pu suivre jusqu'à la fin de son procès. En fait, il a été condamné à 5 ans de prison pour avoir voulu se souvenir de la déportation par Staline de tout le peuple tchétchène. La famille de Kadyrov elle-même a été déportée, mais lui a déclaré que Staline avait eu raison de déporter les Tchétchènes. Comment les Tchétchènes qui vivent encore aujourd'hui sur le sol tchétchène, à Grozny, acceptent ça, si je puis dire? Bon, vous dites qu'ils se résignent, évidemment, mais c'est le pouvoir par la terreur? C'est le pouvoir régime par la Kadyrov. terreur. C'est vraiment les descentes nocturnes, les rafles nocturnes, comme l'ont fait les Russes à l'époque de l'occupation. Mais là, c'est les Tchétchènes entre eux, donc ils savent beaucoup plus... c'est beaucoup plus terrifiant, en fait. Et puis, c'est un mélange de méthodes quasi mafieuses, en fait. C'est un mélange de dictature et de méthodes mafieuses. Et je pense qu'il y a une grande fatigue après 20 ans de guerre et plus une période de 10 ans où il y a eu 2 guerres, ensuite une occupation russe. Et à coup de, voilà, à force de terreur, avec aussi de l'argent, il a racheté beaucoup des anciens combattants qui se battaient à l'époque pour la liberté. Et puis le peuple, par exemple la jeunesse, on leur offre des téléphones portables, voilà, mais il y a des jeunesses Kadyrov, comme à l'époque les Komsomol. Donc tout ça est parfaitement organisé et personne n'ose même prononcer le mot de guerre. Il n'y a pas eu de guerre, personne n'ose prononcer quelque chose contre, on dit le chef, c'est pas Kadyrov, c'est le chef. Donc c'est un vrai régime de la terreur. Vous avez subi des intimidations pour ce tournage? On a eu pas des intimidations, on a été suivis. On a par moments envoyé une voiture avec, on logeait chez l'habitant, des gens voilà, dedans qui prenaient des photos, des gens qui travaillaient avec moi. Mon souci permanent, c'était la sécurité des gens. Il est absolument, tous les témoignages qu'il y a dans ce film sont très très rares. Personne n'ose parler en Tchétchénie. Et je rends hommage au Comité contre la torture, qui est une ONG russe qui lutte contre la torture dans les prisons et qui a pu travailler en Tchétchénie. Et sur la base de la constitution russe, des jeunes juristes russes, parce que c'est trop dangereux pour des Tchétchènes, viennent et changent tous les 2 mois parce que pour des questions de sécurité, et vont poursuivre les hommes les hommes du système qui torturent. Et grâce à eux, on a pu rencontrer la plupart des gens dans ce film. Il faut voir que la veille de Noël, cette année, Kadyrov a mis le feu à leur bureau, et ça, c'était grâce à eux, on a pu faire ce film, et c'était un des derniers espoirs qu'on avait, c'était un peu leur travail, et malheureusement
malheureusement aujourd'hui ne peuvent plus travailler en Tchétchénie. Dernier mot, Manon Loiseau, quand on ouvre le magazine Télérama de cette semaine, Oui. on tombe sur une grande photo de vous, Oui. avec une longue interview, ça c'est la reconnaissance méritée de votre travail. Et dans cet entretien, vous dites notamment, quand je vais en Russie, je rentre au pays. C'est vrai, vous ressentez toujours ça ? Je ressens toujours ça malgré tout. Je dis oui, je rentre à la maison. Oui, moi la Russie, je l'ai aimée pour ça. Au début, j'ai commencé quand j'avais 13 ans à apprendre le russe. Je l'ai aimée pour sa littérature, sa culture. Ensuite, je l'ai aimée pour Anna Politkovskaya. Je l'ai aimée pour toutes ces années 90 que certains d'entre nous ont vécu, où il y avait cet énorme et ce magnifique espoir voilà, d'une société civile qui se créait, d'une ouverture. Et Boris Nemtsov en faisait partie, était symbolique de cette ouverture-là. Et malheureusement, cette Russie-là est en train d'être tuée et en train de disparaître à petit feu, mais malgré tout, voilà, j'ai l'impression de rentrer un peu chez moi. Merci d'être venu, Manon Loiseau. Merci à vous. Tchétchénie, une guerre sans trace, votre très beau documentaire, qui est diffusé demain soir sur Arte à 22h35. Il y aura une rediffusion le 6 mars au matin. Merci.